Bien, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Si nous sommes là avec vous, c'est parce que Jim et moi, nous nous sommes posé la question de savoir dans quel contexte le concept de pensée critique était né. En fait, c'est déjà vers 600 avant Jésus-Christ, dans l'univers polythéiste grec, que la philosophie est née, de l'art de prendre distance vis-à-vis de valeurs qui sont léguées par la tradition. En effet, à cette époque, pour décrire le monde et sa genèse, on racontait des histoires, des mythes, qui retraçaient la généalogie des dieux, à laquelle prétendaient se raccrocher les familles aristocratiques dominantes qui gouvernaient les autres. Mais avec Thalès et les premiers philosophes, appelés physiciens, qui s'efforçaient de comprendre la nature, le monde et les lois, et d'en retracer la genèse, on est passé du raconter des histoires, des mythes, à vouloir donner des raisons. On est passé du récit à l'argumentation. Comment ? Eh bien, Thalès, par exemple, en observant la rosée, la congélation ou la vaporisation, tentait de comprendre, de raisonner. Il croyait dès lors qu'il pouvait considérer l'eau comme l'élément fondamental du monde. Tout est eau, en déduisait-il, et les autres éléments ne sont que des transformations de cette dernière. Or, une telle approche, qu'on sait actuellement bien naïve, indique un changement fondamental de mentalité, car au lieu de se rapporter au monde en répétant des récits sacrés, on tentait déjà d'affirmer des points de vue au bout d'un processus argumentatif et réfutatif. Et donc, à la place des dieux, sont apparus des éléments comme l'eau, le feu, les atomes, à propos desquels on argumentait. Il s'agissait vraiment d'une révolution radicale de l'approche du monde et de nous-mêmes. C'était la critique au sens kantien qui était née. C'est alors l'univers mythologique comme tel qui s'est vu progressivement apparaître comme une histoire fausse, inventée. Et c'est depuis lors que le terme mythe a acquis sa signification moderne. Donc voilà, ce sont les prémices de la pensée critique. Se libérer des récits sacrés pour mieux comprendre le monde. Mais par la suite, ce sont les grandes religions monothéistes qui se sont imposées, parfois d'une manière dogmatique. Et Jim, peux-tu nous dire ce que cela a suscité ? Alors, ce que cela a suscité, c'est clair que les messages dogmatiques et les superstitions sont autant de cadenas, de verrous, qui nous empêchent de penser par nous-mêmes et donc de comprendre le monde qui nous entoure. Or, le doute qui peut naître de la contradiction entre ce qui est observé et le message admis conventionnellement peut justement en générer une mise à distance, la naissance d'un regard critique. Faut-il rappeler au XVe siècle les combats de Giordano Bruno et de Galilée pour amener ses contemporains à poser un regard nouveau sur la compréhension du monde, sur le mouvement des astres. Alors que nous voyons tous la même chose, par exemple, le soleil dans le ciel, il n'est pas toujours aisé, encore aujourd'hui, de se convaincre que ce n'est pas le soleil qui se lève, mais la terre qui tourne. Interroger ses préjugés, apprendre à changer son point de vue, sont autant d'attitudes et d'habitudes qu'il conviendrait de cultiver. Le siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, verra l'avènement de l'esprit scientifique et de la tolérance contre l'obscurantisme religieux et les abus du pouvoir en place. L'idée que la connaissance permet de comprendre et de juger, c'est le ose savoir de Kant. Mais rien n'est simple et beaucoup d'intellectuels paieront cette liberté de penser par l'exil ou la prison. En sciences, le siècle des Lumières aura été l'avènement des théories mathématiques et de découvertes en électricité et en chimie, ce qui augure les prémices de l'ère industrielle. Mais ce qui a été initialement un facteur de progrès intellectuel et social aura aussi été initiateur d'une réflexion critique sur notre société. De fait, par exemple, si l'avènement de la pensée Newton a été initialement salué par les scientifiques comme la mise en place d'un courant de pensée rationaliste porteur des plus grands espoirs, l'emprise de cette pensée mécaniste a aussi longtemps limité l'essor de théories scientifiques alternatives. Il suffit de penser à la controverse entre la théorie particulière de la lumière issue des travaux de Newton contre la dimension ondulatoire qui a longtemps été laissée au second plan. Mais enfin, il a contribué à favoriser l'émancipation de toute la société. Pensons à la Déclaration des droits de l'homme, mais également au débat sur l'éducation. Ok, donc si je comprends bien, c'est avec le siècle des Lumières qu'on a véritablement commencé à parler de pensée critique, et que c'est durant ce siècle que de nouvelles théories de l'éducation se sont vues appliquées en classe et qui ont ensuite nourri les débats durant les siècles suivants, avec l'avènement des pédagogies de type Freinet, Montessori, Steiner et d'autres.
et les approches socio-constructivistes, les projets et apprentissages par problème qui sont contextualisés. Et qui nécessitent évidemment de la part des apprenants d'investiguer et de problématiser. Mais ce n'est que depuis les années 90 que les premiers chercheurs tels qu'Ennis, Paul, Lippmann, Boisvert, Gagnon, Monvoisin et d'autres ont commencé à s'intéresser à ce qu'était réellement l'exercice de la pensée critique et la manière dont elle pourrait s'enseigner. Alors pourquoi les années 90 ? Mais cela coïncide avec le développement d'Internet, de par la foule d'informations qu'il nous propose et du fait que tout le monde peut produire des informations et les publier sans référé. Et évidemment de par la complexité des problématiques que nous vivons actuellement. Comme le dit Boisvert, il faut enseigner à penser, enseigner ce qu'est la pensée et enseigner à réfléchir sur la pensée, et puis seulement favoriser le transfert de la pensée critique. Alors pour ce faire, l'idée est de proposer une démarche intellectuelle associée à un processus de recherche répondant à une problématique contextualisée et complexe. Que cette recherche prenne racine dans le doute et peut conduire à l'élaboration et à la vérification d'hypothèses et ou à la formulation de jugements critiques. Qu'elle recourt consciemment et délibérément à des critères, donc les habiletés intellectuelles telles que problématiser, conceptualiser, raisonner, rechercher, argumenter, et qu'elle mobilise des attitudes, comme la recherche de la rigueur, de la cohérence, le respect, l'écoute, l'autocritique et l'autocorrection. Bref, il s'agit d'apprendre à douter avec méthode et raison.